Chers amis, bonjour. Je reprends l'intervention que j'avais faite il y a peu de temps et malheureusement, nous avions connu un problème technique qui fait que le sujet que je devais développer entièrement n'a pas pu être développé. Et aujourd'hui, je me propose de reprendre la discussion où elle était, mon intervention plutôt, puisque une discussion fois deux. Et en fait, toujours pour rappeler à nos amis qui nous écoutent, c'est dans la perspective de cerner le mal dans l'époque que nous vivons et le mal qui s'est infiltré, qui a été inoculé aux civilisations tout au long de l'histoire. Alors on ne peut pas faire une anthologie de tout le mal, on essaye de comprendre les temps que nous vivons et pourquoi la problématique dans laquelle nous vivons. Alors, comme j'avais expliqué au travers de mes différentes interventions sur le mal, toutes ces formes de croyances anciennes et pour nous rapprocher beaucoup plus de nous, ces fraternités du serpent qui nous viennent de l'Égypte ancienne, eh bien, effectivement, elles ont essaimé au travers de loges maçonniques. Tout le monde, je pense, le sait. Mais ce que l'on sait moins, c'est que ces loges maçonniques, en fait, au demeurant étant très altruistes pour des gens nouveaux adeptes, pensant œuvrer dans un humanisme profond, et à qui échappe en fait la finalité des grades supérieurs. Quand je parle de grades supérieurs, je parle du 33e degré. Et là, les choses, elles sont très très mystérieuses. Il y a aujourd'hui, on le sait, des connexions entre ces instances supérieures dont évidemment les loges inférieures n'ont aucune connaissance sur les démarches qui ont une démarche à caractère politique et qui s'unissent aux élites qui dirigent le monde. Et c'est très très grave parce que en fait elles reprennent, pour certaines, on a entendu des mots comme les groupes Bilderberg, les Illuminati, les comités trilatérales. En fait, ce sont des dirigeants d'élite, il ne faut pas se leurrer. Ce sont quelques centaines, quelques milliers, et qui se réunissent même au grand jour, de manière à dédramatiser leur action dans le monde. Je prends par exemple les réunions de Davos, où même des premiers ministres israéliens ont assisté, comme Shimon Peres, et qui, en fin de compte, définissent les orientations du monde, mais le problème, et c'est pour ça que nous souffrons, c'est là que je veux en venir, c'est en fonction d'intérêts sectoriels très particuliers, puisque ces milieux représentent en fait ce qu'on appelle la grande finance mondiale. Alors, les choses se sont mises en place petit à petit, parce que si on prend par exemple ce qu'on appelle les Illuminati, il faut le savoir, un peu d'histoire, que c'est un mouvement qui s'est créé dans les années 1776, comme par hasard, ça correspond à la Révolution américaine, et en fait, on le sait maintenant, que tous les présidents des États-Unis ont fait partie de loges maçonniques, que ce soit George Washington, Thomas Jefferson, jusqu'au monde contemporain où un Theodore Roosevelt, président des États-Unis, était un homme des loges de 33e degré. Il ne faut pas se cacher que, comme je disais, qu'il y avait des nébuleuses qui étaient là, même beaucoup plus près de nous. On savait qu'un George W. Bush, avec ce qu'on appelait les néoconservateurs en prière avant chaque réunion politique et tout, mais en fait, je vais te donner un élément qui va interpeller beaucoup de gens, il faisait également partie de ces loges décisionnaires maçonniques, Illuminati et compagnie, trilatérales, comme Bill Clinton, et en fait, chacun avait des noms, et on connaît le nom dans la loge qu'avait
George Bush, il s'appelait Magog. Donc là, on est complètement interpellé entre mysticisme politique pour des hommes qui ont les rênes du pouvoir comme ça. En fait, ils agissent dans des cadres d'intérêt, et cet intérêt, alors vous allez me dire, mais alors quel est l'intérêt? Tout le monde le connaît. Il est affiché depuis déjà un siècle sur les billets qu'on appelle le dollar. Donc je rappelle que la gematria du dollar est ni plus ni moins la gematria d'Amalek, 240. Et si vous regardez un billet d'$1, vous voyez la pyramide avec ces étages-là, et surtout un terme et qui est toute la dimension de ce plan dans lequel ils œuvrent pour cette finalité, The New World of the World, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial. Mais notre problématique à nous, aujourd'hui, c'est que, je veux faire référence à un grand maître, Manitou Ashkenazi, qui un jour, lors d'une conversation que nous avons vue, je voulais lui demander la pertinence de nous répéter quel était l'éclairage qu'on avait à nous répéter depuis des millénaires cette parachiote. Aujourd'hui, comment pouvait-elle être connectée aux faits contemporains? Et il m'avait répondu, mais c'est très simple. L'histoire qui est révélée à travers les parachiotes, c'est une histoire du microcosme dans lequel le peuple juif a vécu, un microcosme de l'histoire. En fait, la Géoula, vous le verrez, c'est en macrocosme ce qu'a vécu le peuple juif dans son microcosme. Alors, très simple, hein, on parle de l'incident de Sodome et Gomorrhe. Je ne ferai pas de dessin aujourd'hui sur le type de mœurs vers lesquelles les nations civilisées se sont orientées. Donc on est interpellé, puisque on voit très bien qu'il y a une inversion des mœurs, mais par rapport au sujet qui nous tenait depuis quelques instants, c'est Manitou Rabbi Ashkenazi, qui me disait, mais on commence à vivre le Vaudor, et le Vaudor à l'échelle universelle. Alors pour vivre le Vaudor à l'échelle universelle, c'est très clair. On sait très bien que Dieu interpelle son peuple en disant tu m'adoreras pas Mammon, mais tu me serviras. Donc Mammon étant le dieu de l'argent, et en fait on a fait dans le monde contemporain, les êtres humains malheureusement ont été enfermés dans des modèles qui les ont obligés à fonctionner, mais la finalité de la vie, quand on prend un temps pour réfléchir sur le sens de nos vies aujourd'hui, c'est que l'argent a toujours été un moyen, et c'est obligatoire, il faut une monnaie d'échange, mais on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus grave, c'est qu'on a fait de l'argent une finalité de la vie, et on voit cette course éperdue au matériel, qui fait que toute la dimension transcendante de la vie d'un homme est réduite à un niveau très très petit, sauf quand il fait l'effort de sortir de cette gangue qui le rend prisonnier. Alors les maîtres de la Kabbale appellent ça les clipotes. Alors effectivement, on est dans un monde rempli de clipotes. Prendre en conscience de la problématique dans laquelle on se trouve, il faut faire un peu, encore, comme Abraham Avinu, c'est-à-dire sortir complètement d'Égypte, d'aller faire l'Erlecha, d'aller vers soi, pour rechercher l'être hébreu, car malheureusement, l'Égypte contemporaine existe, et c'est à l'échelle universelle, bien sûr, dans lequel on enferme l'argent, mais elle a une connexion avec une civilisation, un peuple qui nous vient de la Révolution française, qui a cheminé lui aussi pour trouver son histoire, son identité, c'est le peuple français, et j'en veux que dans une période pas trop lointaine, nous avons eu un président qui s'appelait François Mitterrand, et qui ne se plaisait qu'au pied des pyramides d'Égypte, et qui a même demandé de reproduire une pyramide de verre au centre du château du Louvre à Paris,
Et pour compléter la chose, parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais le président Mitterrand faisait partie de loges, des prieurés de Sion, des grandes nébuleuses de ce genre, et en fait, il avait demandé non seulement à ce que la pyramide soit construite, mais pour beaucoup qui se sont intéressés à ces choses-là, il y a dans le mysticisme un chiffre qui interpelle les mystiques et en liaison avec les loges maçonniques, et c'est le chiffre 666. Donc le président Mitterrand a demandé à ce que la pyramide porte 666 carreaux de verre. Alors, donc, on évoquait ce 33e degré. Ce 33e degré, eh bien, il essaime par des élites qui sont complètement inféodées au marché, aux décisionnaires financiers de très 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 haut niveau dans le monde, à telle enseigne qu'aujourd'hui, on sait que 8 ou 10 personnes ont comme richesse 50% du produit national brut. Donc c'est quelque chose, ce qu'on appelle une concentration de richesse qui est insupportable quand on est quand même une planète de près de 8 milliards de personnes aujourd'hui, et que si déjà une dizaine de personnes se sont attribuées 50% du gâteau du produit national brut, il faudrait dire que toute l'humanité devra se contenter de l'autre partie, et encore, je minore, parce que si on montait de ces 10 personnes, ou serait-ce qu'à 1% ou 10% de la population mondiale aisée, élitiste, alors là, il ne reste plus que des miettes pour les couches faibles. Alors, en fin de compte, avant d'arriver à cette chape qui est dans la marche de ce qu'on appelle le marché financier aujourd'hui, on est obligé d'évoquer ce problème parce que il n'y a pas de compréhension du mal pour voir comment la problématique, la perversion a touché toutes nos sociétés dans le déroulement contemporain. Alors, il faut dire que avant cette hégémonie du dollar, eh bien, on avait l'empire, le lion de l'empire britannique avec sa livre sterling, et en fait, l'empire britannique a, disons, eu cette hégémonie, comme toujours, un temps de l'histoire pour un empire, qui a duré ce qu'il a duré, et après la Deuxième Guerre mondiale, passer le relais au dollar. Donc, en fait, c'est d'ailleurs à partir des accords de Bretton Woods, on a déterminé une valeur or sur le dollar, que cette monnaie a commencé, avec cet empire américain, à prendre son envol. Il faut dire que, dans le cadre du développement, on sait très bien que l'Occident c'est ça, dans le cadre du développement des sables, il y a des relais d'empires qui se sont passés tout au cours de l'histoire. Ce n'est pas quelque chose de bien déterminé, par exemple en disant, bon, ben, c'est la Rome antique, et de la Rome antique, non. Il y a eu, évidemment, de Rome, et on voit aujourd'hui installer le centre de la foi chrétienne ou à Rome, mais il y a eu différents empires qui étaient affiliés à Essave. Il y a eu l'empire d'ailleurs, l'empire de Charlemagne, le Saint-Empire romain germanique, il y a eu l'empire espagnol, il y a eu l'empire français de Napoléon, il y a eu l'empire russe, l'empire des tsars. Il y a eu l'Empire anglais, donc c'est des relais qui se sont passés jusqu'au dernier, l'Empire américain, mais l'Empire américain, effectivement, lui, c'est un colosse au pied d'argile, on le voit aujourd'hui, ne reposant que sur de la monnaie, et surtout, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y avait eu les accords de Bretton Woods où on avait estimé une parité or au dollar. Il s'est avéré que il y a eu un président aux États-Unis qui s'appelle le président Nixon, et qui a fait complètement déraper la machine. D'ailleurs, il a été destitué par impeachment, pas pour cette raison, mais c'est un fait. C'était sous son mandat que l'or a été déconnecté, que le dollar a été déconnecté plus précisément de l'or. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire de dessin.
Je vous donne un exemple. Est-ce que vous pouvez aller faire vos achats dans un supermarché et donner des chèques en bois, des chèques qui n'ont pas de couverture financière? Pas possible. Donc, combien de temps peut marcher un monde où on émet une monnaie qui n'a plus de valeur? Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, les présidents des États-Unis se sont attelés, ils ont quand même des responsabilités vis-à-vis de la civilisation. Eh bien, il faut connaître également les mécanismes monétaires mondiaux. On est obligé d'en parler, sinon il n'y a aucune compréhension de ce qui s'est passé ces 30-40 dernières années. Il y a ce qu'on appelle la Fed, la Federal Exchange aux États-Unis, et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas le président des États-Unis qui est maître de sa politique économique, puisque c'est un conseil de 12 banques qui constitue la Fed, qui prend toutes les décisions en matière monétaire et en matière de création de monnaie. Donc, à partir du moment où l'Amérique ne pouvait plus faire face à ses engagements financiers, les dettes croissant à une vitesse spectaculaire, eh bien, on a commencé à faire appel à cette création de monnaie, mais sans contrepartie. Alors, il y a quand même un clin d'œil de l'histoire, parce que si vous vous souvenez, le septennat, à l'époque c'était un septennat de Giscard d'Estaing, alors qu'on avait des parités fixes qui étaient beaucoup plus simples pour stabiliser les économies, on a commencé à parler, et c'était Giscard d'Estaing dans ses discussions au feu de cheminée le soir qui venait nous tenir ces discours, c'était le serpent monétaire. Et nous revoilà dans ce fameux serpent de l'histoire qu'on retrouve dans la finance dans une époque contemporaine beaucoup plus proche. Il était évident également que, à cette époque-là, en 73, précisément, il y a eu une loi qui était une loi scélérate et qui est passée sans que les peuples en prennent trop conscience. Et je parle pour la France là maintenant, c'est l'accès au marché financier. Alors qu'est-ce qui se passait? C'est que quand des États comme la France ou quoi, vous allez voir pourquoi la France est arrivée à cet état de catastrophe. Eh bien, quand un État avait besoin de se financer, eh bien, il faisait appel à sa banque centrale. Alors, à sa banque centrale, eh bien, on avait décidé sous Pompidou, alors je précise bien une chose, c'est que Pompidou a eu une carrière professionnelle où il était fondé de pouvoir à la banque Rothschild. Donc, ça veut tout dire, ça veut dire qu'entre élites, on se rendait des services. Et il a adhéré à un accord financier, comme d'autres d'ailleurs, qui interdisait aux pays de se financer aux banques centrales vis-à-vis de leur banque centrale à des intérêts nuls, zéro, pour passer au marché financier sur des besoins de financement d'État, mais avec des taux d'intérêt, et des taux d'intérêt qui n'ont fait qu'évoluer au cours des dernières années en fonction de la crise. C'est-à-dire que les économistes, dernièrement, ont dit, mais si la France avait gardé le même système, sans passer par la loi Pompidou de 73, ben elle aurait aujourd'hui, bon an mal an, 400 milliards d'euros. On en est à plus de 2000 milliards de dettes. C'est-à-dire, la France, aujourd'hui, il faut le savoir, arrive, alors que les économistes parlent qu'il ne faut pas, dans les ratios, dépasser des 30% d'endettement par rapport à ce qu'on appelle le produit national brut, la richesse nationale, on en est à 97%, c'est-à-dire à la faillite totale, à l'endettement total. Alors, là aussi, c'est quand même quelque chose de très grave, parce que c'est ajouté à ça, eh bien, la construction de Maastricht, qui a effectivement soustrait aux États leur souveraineté en matière économique, et surtout, on le voit, l'immigration. Concernant les conflits du Moyen-Orient, de Syrie, de Irak, eh bien, c'est des millions de personnes qui veulent arriver là. Elles n'ont plus les moyens de gérer cette masse qui n'est pas seulement une charge au niveau financier, c'est que tous les sociologues le disent, à un certain niveau l'immigration menace l'identité nationale. Et nous le voyons bien aujourd'hui. Le thème fondamental de ces élections en France aujourd'hui sont l'identité nationale. Les peuples prennent conscience qu'ils sont littéralement assassinés.
Alors, effectivement, on le voit encore beaucoup plus proche de nous. Il y a eu ces élections aux États-Unis, et effectivement, elles mettent en lumière ces élections que il y a quelque chose de gravissime qui se passe dans les sociétés aujourd'hui. C'est la mainmise des médias qui sont également connectés à ces mondes d'élite. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a une vingtaine d'années, il y avait à peu près une cinquantaine d'institutions financières qui, chapeautaient des agences comme l'agence France Presse, comme le Reuters, des choses comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus une cinquantaine d'institutions financières qui tiennent en main le financement de ces grandes sociétés d'information. Eh bien, il n'y en a plus que 5. Donc, vous comprenez, on arrive au niveau de l'information, à ce qu'on appelle des cartels qui se mettent ensemble. C'est pour ça que l'information mondiale est standardisée et que les êtres humains sont obligés maintenant d'aller, heureusement encore, il y a cette liberté sur les sites, chercher de l'information alternative. À telle enseigne que il y a une journaliste en France qui vient d'ouvrir un site qui s'appelle Polanyi, Natacha Polanyi, et en fait, elle a intitulé son site, c'est tout à fait récent, Orwell TV, Orwell.tv. Bon, c'est quand même interpellant quand on sait que ce livre de George Orwell est sorti et qui a été écrit dans les années 30 et 30-40, et en fait il parlait d'un monde totalitaire. Le titre du livre était 1984, et c'est un monde qui faisait très très peur, où l'individu était complètement conditionné par un pouvoir occulte, un état totalitaire, et qui faisait que en fait on était remis c'était le monde du goulag, mais le monde du goulag, le monde qu'on a connu en Chine, avec même si la Chine a eu des belles réalisations économiques ces dernières années, il ne faut pas oublier que dans sa phase de passage à l'économie moderne, depuis Mao Tse-tung, ça a coûté quand même les camps chinois 70 millions de personnes qui ont été enfermées et qui sont mortes dans des conditions véritablement terrifiantes. Alors, le rôle de la finance, on le voit, il est perverse, il est perverse, et ce rayonnement du dollar, comme je venais de l'expliquer, n'avait devenu une arme. Ce n'était plus une monnaie, c'était une arme dans la mesure où ce qu'on a cherché dans le nouvel ordre mondial, c'est à créer l'esclavage des nations. En fait, le but de ce financement sur les marchés financiers, c'est que les États empruntent à un niveau où elles n'arriveraient plus à rembourser. Et là, elles étaient complètement prises dans les filets du marché financier international par la dette. On le voit, ce qui se passe aujourd'hui en Grèce, avec une intégration à Maastricht sur la base de rapports qui n'auraient jamais dû permettre à la Grèce d'intégrer l'Europe. Les rapports ont été maquillés. On sait très bien le rôle de Goldman Sachs, une institution de ce genre aux États-Unis. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de chercher loin. La crise de 2008 des subprimes ont mis en lumière ce cartel des marchés financiers qui ont littéralement effondré le bon déroulement des économies. Et à l'heure actuelle, ce qui est encore beaucoup plus terrible, c'est que nous n'avons pas tiré les enseignements de ce qui s'est passé. Le veau d'or a continué à se développer, puisque l'endettement par rapport à l'époque de la crise des subprimes s'est beaucoup plus aggravé. Dans cette mesure, certains économistes tirent déjà les sonnettes d'alarme en disant « Nous allons vers un chaos mondial comme il est impossible d'imaginer ». Alors, effectivement, la fraternité du serpent, le rôle du serpent monétaire, c'est le cas de le dire, a
aggravé la situation. Je vais vous faire une citation. D'ailleurs, c'est dans toute la philosophie du management américain qu'on retrouve ce genre. Il y a eu un certain philosophe qui s'appelait John Adams, 1735-1826 pour être précise, et qui donnait déjà la marche à suivre. Il disait, pour la conquête des nations, donc dans le but d'un nouvel ordre mondial, il disait, il n'y a que deux manières de conquérir des nations. Il y a une manière qui est par l'épée, il y a une manière qui est par la dette. Et on voit bien, alors, l'épée, bien entendu, il faut ramener ça à ce qu'on vit aujourd'hui, et quand on voit tous ces rumeurs de guerre partout, eh bien, effectivement, ça fait partie des stratégies de conquête pour des nations, pour des empires, et en fait, par la monnaie, eh ben, c'est la dette. C'est la dette. C'est la mise en esclavage de nations qui sont complètement étranglées. Alors, aujourd'hui, on voit les enjeux d'identité nationale partout. En France, par exemple, nous en parlerons peut-être dans une prochaine intervention, le débat d'une présidentielle n'a jamais atteint un caractère de violence tel qu'il l'est, parce que les enjeux ne sont pas minimes, ce n'est pas des points cosmétiques, économiques et sociaux que les présidents doivent rectifier ou changer, c'est une révolution parce que les peuples ont pris conscience que, en fin de compte, c'est ce carcan qu'on leur a posé par ce Maastricht. Alors, les Anglais se sont libérés avec leur Premier ministre Theresa May, la procédure de sortie de Maastricht, le Brexit est enclenché. Pour la France, le résultat des élections va le décider. Mais en tout état de cause, ça risque d'être terriblement bouleversant, puisque ça remet en question toute la structure économique et l'orientation économique qui avait été prise depuis déjà pas mal d'années. Il est certain que la vision des Américains, c'est pour ça que, en fait, l'Empire, ce qu'on appelle l'Empire étanusien, a pratiqué une forme d'impérialisme économique tel qu'il a asphyxié, puisque, en fait, on voulait même ces derniers temps, et là c'est mis en veilleuse parce que l'Angleterre n'en veut plus, la Hollande a été sur le fil également pour ces élections. On a même pensé qu'un certain Geert Wilders allait arriver au pouvoir. Donc les partis populistes qui veulent retrouver quoi, en fait, quand on dit populiste, ils veulent retrouver la souveraineté. Comme le célèbre journaliste Jovanovic, qui a écrit son livre 166, il n'y aura plus qu'à supprimer le ministère de l'économie et des finances, tout sera délégué à distance. Alors, la vérité, est-ce que les choses ont déraillé réellement dans l'époque contemporaine avec cette organisation de Maastricht? Eh bien, je vais vous dire que non. Parce que on cite toujours des gens qui ont été des grands politiciens et qui sont comme Maurice Schumann, Jean Monnet, des gens comme ça. Et en fait, se cachait déjà parmi les pères fondateurs une idéologie, et c'est même pas une idéologie, une doctrine très 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 grave, dont les nations n'étaient pas conscientes, mais qui ont été exploitées par les Américains parce qu'ils ont vu là un moyen d'arrimer et de soumettre l'Europe pour avoir un marché pour leurs multinationales. Il faut savoir qu'en 1922, il y a eu un personnage qui s'appelait Koutnov-Kalergi. Et Koutnov-Kalergi était un mondialiste qui avait fondé le pan-européisme. C'était une doctrine qui visait à abolir les États-nations en Europe. Et comment les abolir? Eh bien, avec une stratégie, le multiculturalisme. En fin de compte, les pères fondateurs se sont inspirés de cette doctrine. D'ailleurs, il ne faut pas le nier, Jean Monnet, Maurice Schumann et d'autres ont été formés à Yale,
et dans les universités américaines où ils ont eu des compléments de formation, et on sait très bien que les diplomates, les renseignements, tout ça aux États-Unis sont formés sur ces sites-là. Donc en fait, on a eu des antennes qui sont parties pour venir créer une structure en Europe qui était favorable à une soumission totale de l'Europe au point de vue économique. Et Obama n'a pas réussi l'architecture finale qui était le traité transatlantique, qui a eu le TAFTA avec le Canada. Qu'est-ce que c'est? C'était des grands accords qui, ni plus ni moins, permettaient encore beaucoup plus de marge de manœuvre pour les multinationales pour inonder les marchés, c'est-à-dire pour empêcher les États de se protéger sur certains créneaux contre une concurrence acharnée et qui visait en fait en Europe pour la France. Il faut savoir que pour la France, depuis que Maastricht existe, la France a perdu plus de 3 millions d'emplois. 3 millions d'emplois. Aujourd'hui, dans l'organisation de Maastricht, c'est décisif. Il y a une organisation militaire qui s'appelle l'OTAN, le NATO. La France va déléguer à l'Allemagne toute sa souveraineté militaire pour que, en fait, ce sont les Allemands qui vont être état-major de l'armée française, avec même des armements de l'armée française. C'est-à-dire que, en procédant également à un redécoupage des départements qui datent de Napoléon pour passer aujourd'hui aux régions, petit à petit, ces régions reliées à un pouvoir fédéral, Bruxelles, n'ayant plus de connexion directe avec l'État central, en fait, c'est la décomposition, c'est la destruction totale de l'État-nation, et c'est ce qui est pas un accident d'histoire, c'est ce qui était voulu. Donc, c'est très très grave, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je vais arrêter cette intervention parce que il faudrait beaucoup plus de temps pour tout développer. Ce sera dans un prochain développement que je donnerai un complément d'information, mais nous sommes quand même dans une période pour nous relier à notre histoire d'Israël très proche de Pessah. Donc nous savons que Pessah, par tradition, c'est l'élément fondateur d'abord de l'histoire du peuple juif, et c'est également la sortie d'une libération d'un esclavage. Alors, comme je l'avais expliqué précédemment, de quel esclavage parlait-on? Eh bien, l'esclavage lequel nous a soumis aujourd'hui à un modèle économique où nous voyons aujourd'hui en Israël, par exemple, un pays qui prospère, qui est de plus en plus riche, et malheureusement des classes défavorisées mais très nombreuses, une paupérisation grave et qui ne va pas de pair avec l'enrichissement de la nation. C'est dû à quoi? C'est dû simplement à une chose. On dit dans la vie que les causes produisent les mêmes effets. C'est les modèles qui ont été choisis pour les civilisations occidentales aujourd'hui, où seuls bénéficient de cette richesse nationale les élites, et en fait des petites miettes pour des classes moyennes, et puis de plus en plus de pauvres. On est dans une loi aujourd'hui de ce qu'on appelle les 80-20, où 20% de la population a de très très hauts revenus, et on passe aux 20% qui sont en bas de l'échelle et qui sont véritablement à végéter de subsides que versent des associations. Heureusement que nous avons cette solidarité dans le peuple juif, et nous avons créé de nombreuses associations ces dernières années qui viennent au secours de ces gens. Alors, ce qui est terrible, c'est que, en fin de compte, nous-mêmes, Israël, nous avons un peu perdu la vision de cette espérance de libération de fin des temps de cet esclavage, puisque nous sommes enfermés complètement dans l'esclavage monétaire aujourd'hui. Et Manitou, Rav Léon Ashkenazi, citait souvent le Rav Kook, qui avait vu
dans la paracha Haazinu, la situation que nous vivions. Alors je pense que moins qu'un long discours, disons, je préfère citer directement le Rav Léon Ashkenazi, parce que à la veille de Pessah, ça nous permettra quand même de méditer très profondément sur la situation spirituelle dans laquelle nous nous trouvons. Alors, voilà comment il définit la chose. On ne saurait trouver d'illustration plus actuelle du thème qui occupe tout ce cantique d'exhortation de Moïse qu'un paragraphe du célèbre livre Oroth de Abraham Cohen Cook, qui, traitant du même thème, éclaire de façon frappante cette ancienne prophétie de Moïse pour nous aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose d'interpellant. Nous savons par tradition qu'une révolte spirituelle aura lieu en Eretz Israël et en Israël, à l'époque où les commencements de la restauration de la nation apparaîtront. L'aisance matérielle que connaîtra une partie de la nation, qui s'imaginera avoir déjà atteint en cela un objectif ultime, amoindrira sa capacité d'âme. Et arriveront des jours dont tu diras qu'ils ne sont point désirés. L'exigence spirituelle s'amoindrira jusqu'à devienne une tempête, un bouleversement. Il apparaîtra alors, à l'évidence, que la force d'Israël se trouve dans la sainteté, dans la lumière divine et dans sa loi, dans l'exigence des clartés de l'esprit, qui sont-elles la véritable vaillance qui peut vaincre les mondes et toutes les forces hostiles, les forces du mal, bien entendu. Le caractère inévitable de cette révolte vient de la tendance à la matérialité, qui naîtra inévitablement dans l'ensemble de la nation de façon progressive, qui aura passé un très long temps d'années où avait pratiquement disparu de la nation comme nation. Évidemment, c'est à la restauration de la nation, la nécessité et la possibilité des préoccupations de la vie matérielle. Cette tendance retrouvée, lorsqu'elle apparaîtra de façon revendicatrice et provoquera des tempêtes. Et c'est cela dont il s'agit dans les souffrances qu'on appelle les Chivlei HaMashiach, l'enfantement messianique qui advienne au temps de la rédemption du monde. Ce texte parle de lui-même. Toutefois, il n'est pas habituel à la prophétie hébraïque de s'en tenir exclusivement au caractère accusateur d'une exhortation. Et l'on trouve au traité Brachot l'enseignement suivant. Et ainsi, nous avons trouvé chez les premiers prophètes qu'ils achevaient leurs paroles par des paroles de louange et de consolation. C'est pourquoi nous terminerons par un autre verset de la prophétie de Moïse, de cette même paracha, Haazinu. C'est une louange pour un peuple d'être jugé par Dieu, et ce jugement même est une consolation pour ses serviteurs. Amen, ki ratson, Pesach Sameach Vekasher.